Bien, bonjour à tous, excellent réveil. Bienvenue en ce dimanche matin. On enfile et on enchaîne avec le sommaire du jour. Maouled Nabawi Sharif à vous tous. Bah oui, bonne fête d'El Maouled pour tous les téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Et d'ailleurs, on en parle ce matin avec Boualem Djouhari, ici sur le plateau. Il va nous parler de cette fête religieuse, de ses origines. Il va parler de comment doit-on la célébrer réellement, dans quelles conditions, avec qui, entouré de qui, doit-on manger quelque chose en particulier, quelles sont les traditions qui accompagnent le tout. Enfin, ça, on en parle avec lui. Ils seront nombreux aujourd'hui, les chroniqueurs de l'émission. Bah oui, ils vont défiler. Ouida Dagabi, elle est médecin interniste. Alors, avec elle, on va parler des brûlures. Jalil Meraska, consommation de viande rouge et impact sur la santé dans son espace à lui. Il fait du coaching, sport et nutrition. Kenzan Char, qui sera là pour parler d'association et de conservation du patrimoine. Alors, Dia, Dia, c'est celle qui nous accompagne. D'ailleurs, c'est peut-être l'occasion de saluer aussi, Maya Amrani, que j'embrasse très très fort. J'embrasse très fort et à qui je transmets mes meilleurs vœux au nom de toute l'équipe. Alors, avec Dia, ce matin, on va parler du aîné. Fatma Zahra Namous, ça vous dit quelque chose ou pas? Fatma Zahra Namous Noussi. Alors, elle est commissaire d'un festival, elle est chorégraphe également, elle est à la tête d'un ballet, Festival culturel international de danse contemporaine d'Alger, dans sa 10e édition. Ça se déroule du 9 au 13, du 9 au 13, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 13. On en parle ce matin avec elle, on reviendra sur les masterclass également qui auront lieu, qui ont débuté depuis le 5 de ce mois. On enchaînera tout à l'heure avec elle pour en parler. D'ailleurs, elle sera accompagnée de 2 danseuses aussi sur ce même plateau, Hakim Keshroud et les sports. Ah oui, toute l'actualité. Elle sera racontée par lui. Mais sans plus tarder, c'est la météo. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. Et la météo de ce matin, c'est avec Frédéric Cher. Frédéric, bonjour. Bonjour à vous Mahrez et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin. Excellent réveil à vous tous. Et bien, durant ces dernières 48 heures, nous avons eu un temps perturbé pratiquement sur l'ensemble des régions du Nord. Météo Algérie a même émis hier un bulletin d'alerte concernant la quantité de pluie qui devrait être encore assez importante aujourd'hui à l'Est. L'amélioration est prévue vers le centre. En début d'après-midi, les nuages seront moins denses et le soleil reprendra le dessus. À l'ouest, alternance d'éclaircies de passage nuageux. À l'est, en revanche, le temps restera froid, instable, perturbé, avec des pluies sous forme d'orage assez marquées encore une fois sur les régions côtières et proches côtières. À signaler aussi des vents assez forts atteignant parfois les 50 km/h près des côtes est. À l'intérieur, le temps restera variable vers l'intérieur centre et est. Sur la partie sud, on attend un ciel souvent voilé avec possibilité de quelques faibles pluies. Ces nuages arroseront l'extrême sud, le Hogar, le Tassil, le Sahara oriental. Le temps se voilera au fil des heures au Nord Sahara. Ailleurs, rien à signaler, le soleil s'imposera généreusement. Les températures, il fera froid. En effet, le froid s'est bien installé en Algérie, surtout sur la partie nord. Regardez, on attend 10 degrés à Al-Bayad, il fera 12 à Batna, Djulfa, 14 à Sétif, ainsi qu'à Tizi Ouzou, 11 Relizan, Chlef, 18 pour Alger, Oran, 19 à Tlemcen, 17 à Nabas, Kikda, 13 à Guelma. Et puis sur la partie sud, ça varie entre 26 et 27 au Sahara central, 29 à Tindouf, 38 le maximum pour l'extrême sud, 20 seulement pour Biskra, 24 à Elizi et enfin 27 à Tamanrasset et Janet. Place ce matin au continent européen. Aujourd'hui en Europe, les nuages seront assez denses, ils seront plus denses vers l'est du continent. En effet, quelques faibles pluies sont prévues à Copenhague, Berlin, temps variable aussi à Prague, à Varsovie, Bucarest, Budapest. Le soleil s'imposera vers le sud avec 22 degrés côté température. Le mercure indiquera aussi 14 à Marseille, 12 à Madrid, 18 à Lisbonne, 8 à Dublin, 9 pour Londres, Paris, 8 Copenhague, Berlin et enfin 7 à Prague. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 17h45. Les nouvelles du ciel continuent sur le site les www.meteoalgerie.dz. Je vous remercie pour votre présence. Excellente matinée. Sahamouloutkoum et à tout à l'heure pour d'autres nouvelles du temps. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama
كنتم. Voilà, excellente matinée à vous tous, accalmie vers le centre du pays, mais un temps froid un peu partout, hein. Ça faudrait être dur avec cette baisse des températures. Les pluies sont attendues à l'est, toujours assez marqué, voilà. Voilà, à l'est du pays, des pluies assez marquées. Excellente matinée, on embrasse tous ceux qui nous regardent d'ailleurs. Il y en a un en particulier, il s'appelle Adnel, et il nous regarde du golf d'El Moradia. Exactement, ouais, c'est quelqu'un qui nous suit très souvent, donc voilà. Eh ben, très bien, le message est passé. En tout cas, excellente matinée à vous tous. On se retrouve dans quelques instants. Elle est Diwan, juste après, ce sera Fatma Zahra Namous Noussi. Elle est chorégraphe, elle est auteure, elle est scénographe, elle est commissaire surtout de ce fameux festival international de danse contemporaine d'Alger dans sa 10e édition. Elle sera avec nous sur le plateau pour en parler. Mais ça, ce sera juste après ça. Allah ya Moulana, Allah, Allah ya Allah. الله يا مولانا حالنا يخفاك يا الواحد ربي الله يا مولانا الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا حالنا يخفاك يا الواحد ربي سبحان الحي الباقي سبحانك يا إله جود علينا سبحان الحي الباقي سبحانك يا إله جود علينا أو بيك عمرت سواق عمرت سواقي ونحلتي بين وعورك مرعية ولا تجعلني شاقي حرمة والخير ليك بالصوفية ولا تجعلني شاقي حرمة والخير ليك بالصوفية الله يا مولانا الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا حلنا يخفاك يا الواحد ربي شهر وعياني نزورها واللبي شاهد وعياني نطوف الكعبة نزورها واللبي يا مولاي محناني أداوينا يا أبو عمامة خضرا يا مولاي محناني أداوينا يا أبو عمامة خضرا يا صوار النبي لله الديوني نزور معاكم صوار النبي لله الديوني نزور معاكم الله يا مولانا الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا حالنا يخفاك يا الواحد ربي يكفك ليلك يا عيني يكفك أهمد الحال يكفك ليلك يا عيني يكفك أهمد الحال الطرفك شغلي ولحني ما بقالي أمان الطرفك شغلي ولحني ما بقالي أمان العيال اللي سقني للطرف المحال قصدي واضحة بشبيني لو أكرافك ليلي حل فرق عوال حل فرق عوال. Et on est de retour, excellente matinée à vous tous. Comme annoncé ce matin, Madame Fatma Zahra Namous Noussi, je vous appelle comment? Fatma Zahra Namous? Fatma Zahra Namous. Ouais, on va pas faire plus long. C'est trop long pour vous, hein? Non, pas pour moi. Alors du coup, bienvenue à vous, bienvenue sur le plateau. Merci à vous. Vous n'êtes pas seul ce matin, vous êtes accompagné d'une ballerine de la compagnie arabesque, l'école arabesque. Qui s'appelle Orio, Yousra Rouen. Bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue sur le plateau. Madame Fatma Zahra Namous, aujourd'hui c'est un grand événement pour vous, c'est l'ouverture de la 10e édition du Festival international de danse contemporaine d'Alger. Voilà. Et qui a eu, le thème cette année c'est l'harmonie. Et le point le plus important de ce festival cette année c'est la formation. Ouais. On a eu la chance de
de traverser un petit peu l'Algérie pendant toute une année pour essayer de découvrir des jeunes talents interprètes dans l'expression de la danse à l'intérieur du pays, qu'on a invité en masterclass donc depuis le 4 soir jusqu'au 13, donc c'est une dizaine de jours de masterclass qui sont animés par de grands chorégraphes de renommée internationale, dont un franco-algérien, Hamadi, vous avez un russe du Bolshoi Théâtre, vous avez le grand danseur Karambé Ali du Mali, qui est parmi nous, et 2 experts algériens, donc Kadour Nourdine et Berouel Riyad, qui ont fait donc leurs preuves pendant quelques années sur nous. Et j'insiste sur les masterclass, pourquoi? Parce qu'il faut penser à une relève future dans le monde de la danse. Vu qu'on n'a plus d'institutions, on va dire, de niveau d'enseignement professionnel. Dans le monde de la danse amateur en Algérie, ça va, ça se passe très bien. Vous allez dire quoi, le monde de la danse amateur? Amateur, c'est qu'on travaille à un certain niveau, c'est-à-dire qu'on est limité dans sa formation. Maintenant, tous ces jeunes qu'on a sélectionnés, donc ils sont à peu près une centaine, 60 de l'intérieur du pays et une quarantaine de la capitale, qui sont regroupés donc à l'Opéra d'Alger depuis plusieurs jours, qui perçoivent donc des cours donc, de modern jazz, de contemporain et même de classique. Parce qu'il ne faut pas oublier que le langage de la danse part par la formation de base qui est le classique. La danse classique, c'est toujours, et je le redis, c'est l'alphabet. C'est comme si vous voulez jouer une symphonie sans connaître le solfège. Donc vous devez apprendre le solfège pour pouvoir interpréter un morceau du répertoire classique. Donc pour la danse, il faut connaître la base, il faut connaître la méthodologie de la danse pour persévérer dans toutes les formes et tous les genres de danse. C'est-à-dire quand vous avez façonné ce corps-là, quand vous lui avez donné une certaine technique, il peut s'adapter à toutes les formes d'expression. Et il peut aussi transmettre ce savoir à d'autres personnes, comme ceux qui sont de l'intérieur du pays, de différentes wilayas. Ils perçoivent des masterclass. Mais que je pense, à long terme, faire un programme à l'année. C'est-à-dire, ils prennent des masterclass, par exemple, le dernier trimestre de l'année, et chaque trimestre, il y a des masterclass. Pourquoi? Pour alimenter ces jeunes qui vont alimenter d'autres jeunes. D'accord. Et de là, on pourra faire des sélections dans l'avenir, avoir des génies, et monter un vrai ballet algérien digne de ce nom. Alors les masterclass ont débuté le 5 novembre dernier. Ça se poursuit jusqu'au 13, jusqu'à la clôture d'ailleurs tout à fait. De votre événement qui lui-même débutera ce soir. On va en parler dans quelques instants. On va juste donner la parole à la jeune Yousra. Alors vous avez commencé la danse à quel âge? Alors j'ai commencé à l'âge de 6 ans. Dans une autre école, j'ai dansé pendant 3 ans, puis je suis venue à l'école arabesque avec Madame Namous. Et voilà. Alors, juste, j'ouvre la parenthèse. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à l'Algérie pour former de grands danseurs? Alors, vous le dites, dans le secteur, oui. Il y a privé, public. Et là, ce clivage existe encore aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. Il y a le secteur public, il y a le secteur privé. Aujourd'hui, dans le privé, on se démène pour ouvrir des écoles de danse. Alors, il y a Arabesque, il y a Profil, il y en a beaucoup d'autres qu'on pourrait citer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait rajouter pour Il faut rajouter que arriver à un niveau? Grâce à ces petites écoles qui se sont ouvertes, très bien, pouvoir sélectionner ceux qui ont toutes les dispositions requises pour faire une formation d'artiste professionnel. C'est-à-dire que dans toutes ces petites écoles, on fait de la danse parce qu'on veut danser. C'est pas par vocation, parce que ça fait plaisir, parce que c'est beau, parce que c'est mignon. Mais nous, en tant que professionnels, ce qu'on veut, on veut de la matière. La matière, c'est quoi? C'est des artistes avec lesquels on peut faire des créations universelles, contemporaines, professionnelles, telles que, sans aucune grande prétention, par exemple le ballet de l'opéra d'Istanbul, du Caire, sans parler de l'opéra de Paris, sans parler d'autres opéras. Mais les dispositions et prédispositions se trouvent chez chacun d'entre nous. Maintenant, il faut savoir si on opte simplement pour faire de la danse par plaisir ou par vocation et penser devenir interprète. Donc, le monde amateur, c'est bien, tout le monde peut danser. Mais après, pour être professionnel, il faut passer d'autres auditions. Avec des académiciens. Et c'est la suite qui n'existe pas, quoi. Voilà. La suite n'existe pas. Et alors, à ce moment-là, ce qui existait avant, le ballet national, qui est devenu qui a changé d'appellation, ou qui était devenu le ballet d'opéra. Mais il y a eu des perditions. Il y a des talents. Mais ces talents sont partis. Parce qu'ils ont patienté. C'est cela. Ils ont rêvé. Et ils se sont dit, bon,
on est jeune aujourd'hui, mais on veut encore plus d'expérience. C'est ça. Ils sont partis. Il y en a qui sont sur la France, sur l'Allemagne, vers le Canada. Donc nous, maintenant, on doit reconstruire Ouais. cette relève-là. Et ça D'accord. part justement de ces jeunes qu'on regroupe, à qui on donne des masterclass. Et j'ai pu vous dire que j'ai des fois des frissons quand je passe, je vois toutes ces salles. Il y a des génies, il y a des beautés parmi ces jeunes, même de Taman Rasset, Ouais. avec des gens extraordinaires qu'on va se devoir de prendre en charge pour justement C'est quoi, arriver à c'est quoi les résultat. qualités d'un bon danseur? D'un ou d'une bonne danseuse, hein. D'abord, il y a la silhouette, il y a Ouais. le type, parce qu'il n'y a pas que le corps, il y Ouais. a aussi le mental qui marche avec. Il y a la discipline qui marche avec. Et on sent qui veut et qui ne veut pas. C'est ça. Et quand on veut, on traverse toutes les étapes, même les plus douloureuses, pour arriver à un résultat. Il y a de la douleur dans la danse, quoi. Non, pas vraiment. Non, mais Ah, cette douleur vous à la évoquez fin- la douleur, ça Non, veut la dire douleur, qu'elle existe par d'une exemple, certaine manière. Par exemple, c'est comme dans le monde du football. On tombe. Il y a des entorses. Ouais, il y a sauf des que le fractures. monde du football, ils sont bien payés pour rien foutre. Ben, Mais bon, je dis ça, je dis bon. rien. Bon, mais nous, on va arriver pour faire de bonnes choses. En tout cas, je vous le souhaite. C'est quoi ta spécialité? Je fais de tout, Un peu classique, contemporain, on fait vraiment de tout. Ouais. On essaye de s'adapter à toutes les... C'est combien d'heures d'entraînement par Par semaine? semaine, on a 4 heures. Ah ouais, c'est suffisant? T'aimerais en Oui. faire plus ou c'est... Bien sûr, j'aimerais Ouais. faire plus, mais voilà, c'est suffisant. Ça nous aide à sortir un peu du cadre professionnel. Ouais. Ça nous libère l'esprit, c'est une bonne chose. En tout cas, on te souhaite beaucoup de succès. Merci. L'ouverture se fera avec qui, Madame Namous? Cette Madame ouverture- la commissaire. Merci. Ouais, Oui. Ah oui, parce que Oui, c'est... oui. Vous êtes professeur de danse, auteur, chorégraphe, scénographe. Vous êtes fondatrice d'une école de danse, donc arabesque, et vous êtes aussi le commissaire de ce festival. L'ouverture se fera avec, Avec, pour l'Algérie, ce soir, c'est arabesque. d'accord? Avec une nouvelle création Harmonie, sur Ouais. une musique qui a été composée par M. Raouf Gadjev, spécialement. C'est une symphonie algérienne. Ensuite, on a un groupe, une compagnie de Russie, Raketa. Ensuite, on a le Portugal. Et ensuite, on a encore une fois, et ça c'est pour souhaiter fêter le Mouloud el-Nabawi, Ah bah oui, vous collez à l'actu. bah, il faut bien. Je suis Donc, d'accord. donc on a une danse shawi contemporaine, D'accord. toujours sur une musique composée par M. Raouf Gadjev, qui a passé quelques années en Algérie, donc qui a étudié nos musiques, et qui a fait des arrangements, et qui a fait de la composition. On va vous libérer très rapidement parce que vous avez on dit un ou une, on dit un masterclass. Plusieurs masterclass aujourd'hui. Ouais, donc aujourd'hui déjà, il y en a Nous sommes plusieurs. sur trois salles, donc Ouais. nous occupons la scène de l'opéra et les deux grandes salles de l'opéra, parce que le masterclass, un masterclass regroupe une trentaine d'interprètes multipliés par 3, ça nous fait, là il barak, près de la Vous m'avez centaine. dit, Près de la centaine, D'accord, bah oui. c'est ça. Une trentaine, 30. Voilà, et c'est Ouais. un bonheur que de les voir. Et eux, ils sont heureux. Il ne faut pas oublier que tous ces jeunes qui viennent de l'intérieur du pays, Ouais. et grâce quand même, il faut le dire, à la subvention qui nous est allouée par le ministère de la Culture, Ouais. sont pris en charge hébergement, restauration et transport. Merci Et on madame. invite le charmant public À venir, nombreux, dès ce soir, à 18h30. À 18h30, d'accord. et ce pendant donc du 9 Au 13. au 13. Et on les convie à assister à de très bons spectacles et de niveau, je dis bien professionnel. On ne reste pas dans le monde Ouais. de l'amateurisme justement pour tirer tous ces gens un petit peu plus vers la profession. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès. Et merci à d'avoir vous pour été parmi nous. l'invitation et encore une fois, bon Mouloud el-Nabawi pour tout le monde. Merci à vous, Voilà, merci, merci. Madame Fatma Merci, Zahra Fares. Namous. Merci beaucoup, Merci Yousra. à vous. Bonne chance. Bonne Merci, chance en tout bientôt. cas pour ce soir. Merci. Et belle ouverture surtout. On vous souhaite une très très Est-ce que belle vous serez ouverture parmi pour ce nous, soir. M. Mohamed? Inch'Allah, Inch'Allah. Maintenant, vous savez, quand on entame une journée, on ne sait jamais comment on la finit, mais je serai honoré de venir. Sachez-le. C'est gentil. Et Merci je viendrai beaucoup. avec joie. Merci. Alors, quant à nous, tiens, en parlant d'El Maoulid Nabawi Sharif, ça tombe très bien. Comment est célébrée cette fête religieuse, devenue tradition d'ailleurs, depuis plusieurs siècles, du côté de Meliana? C'est Feri El Hamdi qui répond à cette question. On se retrouve juste après.
C'est avec une grande joie que nous a reçus les Miliani pour célébrer El Mawlid al-Nabawi Sharif. Tout le monde était présent à la manufacture de l'émir Abdelkader. Des bougies partout, Khour, Jawi et Ambar embaument les lieux. Une ambiance pleine de douceur. Et d'après les historiens, cette Mnara a vu le jour durant l'ère mérénide, mais ce qui est sûr, c'est surtout les Andalous qui ont ramené cette tradition ici en Algérie, et on l'a faite surtout au niveau des anciennes villes, et Miliana garde toujours cette tradition. Je veux dire, la garde jalousement, et on remercie aussi Canal Algérie qui est venu fêter le Mouloud avec nous. Et surtout, en 1930, il y a eu un événement très important à Miliana, le centenaire de la présence coloniale. Il a coïncidé avec le Mawlid al-Nabawi, et les notables de la ville, ils ont demandé à un artisan, M. Stallé, de construire une petite mnara qui a la forme d'un bateau, qui rappelle la flotte algérienne, pour montrer que, bien que 100 ans de colonisation, on est toujours musulmans. Les années passent, les habitudes changent, mais le charme de cette grande fête religieuse reste toujours le même chez les gens de Miliana. On a voulu participer à cette manifestation par rapport à ce qu'on fait en tant qu'environnement. Donc on a préféré faire des sachets en papier pour mettre les bonbons des enfants, la tomina dans des gobelets, dans des petites, disons, des caissettes en carton. Et on a essayé de faire passer le message, surtout pour la protection de l'environnement. Une table bien garnie, toujours au programme, faisant rappel aux plats traditionnels de Miliana. ناس مليانة كل عام قبل ما يجي المولد النبوي الشريف ils se préparent d'abord pour décorer la manara à la maison et les gâteaux, le couscous. Il y a des familles qui font du couscous, il y a des familles qui font ftaïr et كاين رشطة. et زمان كانوا يديروا الدريهمات سي في الشرق يقولوا لها تريدة. حنا نقولوا لها درهمات parce qu'avant il y avait de l'argent en forme de carré. On le faisait à la maison. ونحضروا الاخر les plats traditionnels تاعنا. Et la veille, c'est les enfants avec bien habillés avec le traditionnel. الحنة والمدائح الدينية. هذيك الليلة تاع المولود سي حنايا سي sacré pour nous, c'est le manara. Chacun de nous à la maison jusqu'à ce jour, on prépare une manara et on met autour de cette manara des bougies et on répète des versets coraniques ou des chansonnettes, enfin des petites chansonnettes dans le temps, et on fait des plats. Donc le repas du Mawlid Nabawi. Justement, ça c'est un plat qui est pratiquement en voie de disparition. Oui, parce que les gens ne le font pas. D'accord? C'est ce qu'on appelle ftaïr. Voilà. Vous avez aussi la tomina le jour le Sabah al-Mouloud. Nous avons la tomina. Vous avez aussi le kerk de Miliana. Voilà, c'est les rencontres familiales, c'est autour d'un repas. Une belle façon d'accueillir ses invités le jour d'El Mawlid al-Nabawi. Le jour du Mawlid al-Nabawi Sharif est une occasion spéciale pour tous les Algériens d'exprimer leur affection et leur amour au plus noble des envoyés.
Alors on est de retour. D'ailleurs, c'était sur ces quelques airs d'ailleurs que l'on connaît, hein, qui nous rappellent d'ailleurs la célébration de Maoulid Nabawi Sharif, dont on va parler d'ailleurs ce matin avec Boualem Djouari. Bienvenue Boualem Djouari. Comment ça va? Alors on a l'habitude de vous voir tous les samedis 11h sur Canal, Avis religieux. Oui. Et vous êtes de retour aujourd'hui. On aura l'occasion donc de vous voir 2 fois plus aujourd'hui. Voilà. Tant mieux. Et d'ailleurs, je suis honoré par votre invitation. Vous êtes chez vous ici. Vous êtes chez vous, vous faites partie de la grande famille. Alors, Boualem Djouari, ce matin on parle de Maoulid Nabawi Sharif. On va peut-être commencer par un petit rappel sur l'origine même de cette fête religieuse. Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. D'abord, je tiens à présenter mes meilleurs vœux pour cette fête, pour tous les Algériens et puis pour tous les musulmans du monde. D'abord, il faut parler de la haute considération de ce mois de Rabi' al-Awwal, qui a vu défiler de grands événements dans l'histoire de la prophétie du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Au moins 4 grands événements que nous allons citer. D'abord sa naissance, alayhi salatu wassalam, et puis ce miracle qui a été vu par les Korachites, la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, juste avant, quelques jours avant sa naissance, que le Coran a éternalisé après plus de 40 ans. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil an yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. C'est le seul miracle qui s'est déroulé sans qu'il y ait un prophète sur terre. D'habitude, les miracles se déroulent pour épauler, pour c'est-à-dire dire que ce prophète-là n'est pas un imposteur, et voici son miracle. C'est-à-dire, il épaule un petit peu le prophète. Mais c'est le seul miracle qui a précédé la naissance d'un prophète. Même qu'il y ait peut-être un miracle qui s'est déroulé pour Jésus alayhi salam, mais ça n'a pas été su par toute la communauté. Ça a été su que par Maryam, sa mère. Quand l'ange Gabriel est venu lui insuffler la vie du prophète Isa alayhi salam. Alors c'est un grand événement qui s'est déroulé pendant ce mois de Rabi' al-Awwal. Juste après quelques jours, peut-être 4, 5 à 6 jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu au monde. Et d'où l'importance de ce mois-là. Et puis le deuxième événement, c'est les commencements en quelque sorte, les symptômes de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a atteint ses 40 ans à peu près, il a commencé à, je sais pas, c'est-à-dire à s'isoler dans la grotte de Hira, à se retirer de la société, à réfléchir, à méditer. Et c'était pendant ce mois-là jusqu'à ce que la révélation lui soit révélée dans la dernière décade du mois de Ramadan. Et le troisième événement, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam a fait son immigration pendant le mois de Safar, le deuxième mois de l'année lunaire, on va dire. Il a commencé son voyage de l'immigration, l'Hijra, vers le 25e jour du mois de Safar, mais il est arrivé c'est-à-dire au limitrophe de Médine, dans une ville qui s'appelle maintenant Quba, où il a construit la première mosquée. Il a retardé en quelque sorte son arrivée à Médine à peu près 5 jours pour qu'il rentre Médine le jour même qui correspond à sa naissance, un lundi 12 Rabi' al-Awwal, d'où l'importance aussi que ce jour-là soit le jour de la naissance de la nation musulmane. Non pas seulement la naissance du prophète, alayhi salam, mais aussi la naissance de cette nation-là. Donc il y a la première naissance qui est d'arriver sur terre, et la deuxième, et puis la deuxième naissance, c'est les commencements de la révélation. La troisième naissance, c'est la
nation musulmane. Ya ayyuhalladhina amanu, c'était en quelque sorte la communauté, non pas des individus éparpillés comme ça, où Allah subhanahu wa ta'ala les interroge, Ya ayyuhannas, il s'adresse à tous les humains. Mais après l'immigration du prophète alayhi salam, Allah azza wa jalla dans le Coran s'adresse à une communauté. Ya ayyuhalladhina amanu. Et puis, le quatrième événement très important qui s'est déroulé pendant ce mois, c'est la mort du prophète alayhi salam. Et c'était un lundi. Un lundi 12 Rabi' al-Awwal, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala voulait nous transmettre un message que la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le message, le Coran, la tradition du prophète alayhi salam a été complète en quelque sorte, comme sa vie était complète. Il est né vers le Fajr, l'aurore. Et puis, un certain 12 Rabi' al-Awwal, et il s'est éteint aussi, c'est-à-dire à l'aurore. À la même date que... À la même date, et puis à la même, on va dire, à la même heure. Le commencement du jour, on va dire. Mais alors, comment était célébré à ce moment-là? Bon, pendant la vie du prophète, elle n'a pas été célébrée. Mais quand même, on a des textes qui nous éclairent que le prophète alayhi salam a donné de la considération à ce jour de sa naissance. Il faisait carême pendant toutes les semaines, le jeudi et le lundi. Après la révélation ou avant la révélation? Allahu alam, après la révélation. Et il le faisait. On l'a interrogé, il a dit que le jour de jeudi ou lundi, c'est l'ascension en quelque sorte de nos actes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'aimerais bien que mes actes, on va dire, mes actions se fortifient avec le fait de jeûner. Voilà. Mais il a donné une autre précision concernant le lundi en disant le lundi c'est la journée où j'étais né. C'est-à-dire comme si il rendait grâce à Allah subhanahu wa ta'ala chaque lundi pour son avènement à la vie. Et après sa mort, comment était célébré, était commémoré ou célébré? Voilà. Parce que soit on célèbre la date de naissance, soit on commémore la mort aussi. On commémore la mort, c'est-à-dire. Mais quand même, c'est une célébration à partir à peu près du 5e, 6e siècle, comme ça. Ça a été en quelque sorte innové, inventé, pour rendre un petit peu grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour la naissance du prophète alayhi salam depuis l'époque de Salah ad-Din al-Ayyubi. Et tous les musulmans ont accueilli en quelque sorte cette bonne innovation, Adil Bid'a al-Hasana, l'ont accueilli, ça a été propagé dans tout le monde musulman et tous les érudits, tous les grands savants de l'islam ont approuvé en quelque sorte cette célébration de la naissance du prophète. Alors, il y a 14 siècles, comment on célébrait alors? Bon, de quelle manière? Non, la manière, c'était de jeûner tout simplement le jour du lundi, parce qu'il y a un texte de référence, on va dire. Mais est-ce que la naissance des prophètes est considérée ou pas dans les religions? Le Coran nous donne en quelque sorte un petit éclaircissement sur cela. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné de la considération pour la naissance de quelques prophètes qu'il a cités dans le Coran. On va prendre exemple Yahya, Josué, Yahya ibn Zakaria et Jésus alayhi salam. Dans la sourate de Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé de l'histoire du miracle de la naissance aussi de Yahya alayhi salam, enfanté par une maman qui a dépassé en quelque sorte l'âge de la ménopause, on va dire, et quand il a parlé de lui, à la fin il a dit wa salamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya. Le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur lui le jour où il était né. Et en parlant de Isa alayhi salam, parce que Isa c'était déjà un miracle, parce qu'il a prononcé des paroles, il a parlé en étant bébé,
Allah Azza wa Jal nous dit que Isa alayhi salam, quand il a parlé à la fin de sa, on va dire, de sa démonstration que sa mère était une femme saine, on va dire, il a dit wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya, que le salut d'Allah soit sur moi le jour où je suis né, le jour où je serai mort et le jour où Allah Azza wa Jal me ressuscitera. C'est ça. Ça veut dire que ça a été connu par les Sahaba, par les compagnons du prophète, que le jour de la naissance des prophètes est considéré, comme l'a cité le Coran. Mais faire une fête de célébration comme ça, ils ne l'ont pas fait. Mais après quelques siècles, lorsque les gens se désintéressaient en quelque sorte de la religion, on va dire, en général, des érudits ont trouvé le moyen de les rattacher. Voilà, c'est ça, voilà. Et ça a duré maintenant à peu près, on va dire, 9 siècles. Alors, on ne va pas vous garder très longtemps, parce qu'on sait que vous avez une émission dans quelques heures. Juste, quelle est la bonne manière? Alors, nous, en fait, dans cette émission en particulier, on n'aime pas trop blâmer ou essayer de juger les gens ou autres. Ça, c'est chacun fait ce qu'il veut comme il veut. Lui et sa conscience, et lui et Dieu. Ouais. Ça, c'est une chose. Mais maintenant, si quelques-uns peuvent tirer du positif de ce que l'on peut dire là maintenant, c'est comment célébrer de la meilleure manière selon vous il y a beaucoup de moyens pour célébrer le Mawlid Nabawi Sharif. D'abord, donner des conférences, faire des cours sur sa vie et sur son comportement, célébrer ça, c'est-à-dire socialement parlant, par une réunion de famille, par des visites familiales, par la célébration de la maison comme l'ont fait nos parents et nos grands-parents, fêter cela par le henné, par un air de fête, par tammina, par un couscous partagé avec les voisins, avec les amis, etc. Ça, c'est tolérable en quelque sorte. Mais dépasser cela, à célébrer par des pétards moi je suis pas contre, je suis pas contre les pétards, mais que les parents, les grandes personnes assistent leurs enfants dans cette fête là, et ne pas leur acheter des grands pétards qui peuvent peut-être nuire à la vie humaine, et qui touchent beaucoup d'enfants. On voit cela dans les urgences, dans les hôpitaux, et c'est décevant de voir cela, alors que c'est un jour de fête qui doit passer dans la joie, dans la convivialité, sans excès. Voilà, il faut toujours assister, même Shmoua, parce que même Shmoua, elle peut, une bougie peut faire du mal aussi. Et il faut toujours assister nos enfants, les accompagner pendant cette célébration de fête, et ne pas leur interdire de manifester leur joie avec cette manière-là. Wallahu ta'ala a'lam. Et puis, on doit c'est-à-dire accentuer la parole sur le fait de donner des cours, des conférences pendant tout le mois de Rabi' al-Awwal, parce que c'est un mois où le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a été né, d'où les événements dont on a parlé il y a quelques instants. Juste un petit coucou. J'allais finir avec des fans à vous, des fans de vous, de Paris. Madame Johri, je sais qu'il y a deux téléspectateurs qui vous suivent souvent. Qui vous suivent vous, qui sont fans de vous. Fans, je n'aime pas trop le terme, mais disons des personnes qui nous regardent aujourd'hui, qui s'appellent Abdallah et Fatima de Paris. On embrasse très fort. On embrasse particulièrement Fatima, qui nous souhaite beaucoup de belles choses, beaucoup de courage, longue vie et beaucoup de belles émotions.
Voilà, pour ne dire que cela. Merci Boualem Djouhari, c'était un plaisir. On vous reverra à 11h C'est partagé. Merci 11h sur Canal dans Avis religieux. Vous saluerez votre compère d'ailleurs, hein, votre camarade qui est avec vous. Aïssa Begari. J'y manquerai pas. En tout cas, merci d'avoir été là. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants. Parlant de célébration, il y a ce fameux marché d'El Maoulid Nabawi. Alors, le marché du Mouloud s'est déroulé cette année à la ferme pédagogique de Zeralda, au niveau de la banlieue ouest de la capitale. C'est Lamia Boudbouda qui nous fait découvrir tout cela. On se retrouve juste après. زيد النبي وفرحنا به الصلاة عليه يا عاشقين رسول الله. Malgré le mauvais temps, les habitants de l'Algérois ont fait une halte au grand marché du Maoulid Nabawi Sharif à Zeralda. Il y en avait de tout, des produits du terroir qui vont du pur miel à l'huile d'olive et du poulet fermier aux pâtes traditionnelles. De quoi concocter un délicieux repas. On s'est lancé dans la rechta au blé complet. Le blé complet qui est la tendance parce que les gens ils ont ras le bol de la farine blanche qui fait des dégâts en ce moment. Alors on s'est dit pourquoi pas la rechta à base de farine complète. On va voir si ça va donner. Un rayon propose un infini choix de bougies parfumées et décorées à l'effigie du Maoulid. Que serait le Mouloud sans les bougies? Écoutez, la bougie, c'est une pièce maîtresse, c'est une pièce indispensable. Quand il s'agit d'une bougie de bonne qualité, il y a le nombre d'heures, il y a toute une étude sur la cire, il y a la qualité de la cire, il y a le naturel, il y a les senteurs qui sont naturelles aussi, il y a les pigments aussi qui sont naturels. La Tammina, Rfis et Baraj étaient de la partie. Cette exposante Doum Bouari nous fait goûter les traditions culinaires de sa région. جينا من بواقي من لابدين فوالا جبنا التراديسيونيل تاعنا جبنا عندنا الكسرة عندنا البراج عندنا رفيس اللوز رفيس التمر لا باز تاعو هي الغرس عندنا غريبية البلابي لا باز تاعها الحمص عندنا اوسي بوهزة هذا سي ان تيب دو فروماج تاعنا حنا تاع لا ولاية فوالا لا باز تاعو البن دونك حنا نحطوا البن في الشكوى هذه بالجلد تاع المعزه فوالا ونحطوا الحليب تاعنا فيها مع الملح حتى يفطر الماء كامل ابخي نديروا لي بو كيما نحبوا حنا. Le henné, une pratique ancestrale, ses vertus et son aura l'inscrivent comme l'un des symboles forts de la culture musulmane. Nous avons voulu inciter la nouvelle génération à faire revivre nos traditions par un challenge #HamniYedik sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Donc les personnes qui veulent participer à notre concours, ils n'ont qu'à envoyer leurs plus belles photos. D'autres étals proposent des produits de beauté naturelle tels que les savons et crèmes, mais aussi des bijoux de fantaisie et tout pour fêter comme il se doit cette fête religieuse. Pour nous. Buvez. Santé. C'est mon sang. Meraska, normal, il branche pas quoi. Tu lui dis bois, c'est moi. Ça va Meraska? Ça va très bien. Bienvenue. C'est du bon thé. C'est du bon thé? Ah oui. C'est Madame Bouguera qui l'a fait. Merci Madame Bouguera. Tu sais qui est Madame Bouguera ou pas? C'est la femme du réalisateur. Qui est très gentille. Merci Madame. Qui nous a offert tous ces mets. Excellent. Voilà, elle est gentille. Bienvenue mesdames, bienvenue sur le plateau. Allez, on y va. Ce matin avec nous, docteur Agabi, comment ça va bien? Ça va, merci. Comment était votre semaine? Très bien. Mouvementée? Oui. Ouais, beaucoup de cas. Beaucoup de cas. Hôpital de Kouba. On a terminé la semaine avec un congrès, donc... Ah ouais? Ouais. C'était bien? C'était très bien. Un congrès sur quoi? C'était l'association algérienne des médecins internistes libéraux. Ouais.
et avait des thèmes intéressants. On a appris beaucoup de choses. Comme ils ont fait des ateliers pour l'échographie cardiaque, l'écho-doppler, et comme je fais l'option vasculaire, donc c'était très intéressant. Ah ouais? Ouais. Ah c'est bien. Ah, c'est cool. Moi j'embrasse un interniste, que j'adore, que je kiffe, que j'ai vu, qui m'a vu grandir. C'est professeur Berrah de l'hôpital de Bablouet. Voilà, que j'embrasse très fort. C'était l'occasion. Kenza Charles, comment était votre semaine? Bien. Bien, hein? Bien ou bien? Avec les associations, il y a toujours à faire, il y a toujours à faire, voilà, toujours en mouvement. D'ailleurs, tout à l'heure, on va parler association et conservation du patrimoine. Du patrimoine. Et bien, ça tombe bien. Dia, comment était votre semaine? Excellente, merci. Beaucoup de cheveux. Oui, beaucoup de choses. Beaucoup de couleurs. Beaucoup de couleurs, exactement. Et beaucoup de combats avec les cheveux. Combat avec les cheveux? Il n'y a pas de solution miracle aujourd'hui pour les cheveux. Non, il n'y a pas de solution miracle, mais bon, il y a des choses à faire. Ouais, pour les entretenir. Pour les entretenir, exactement, et notamment pour les chevelures qui ont été colorées en bio, qui désirent passer à une coloration d'oxydation. On va aujourd'hui en parler de toutes les manières. On va y revenir. Et puis Jelly Meraska, la viande rouge. Vous êtes encore sur votre théorie, la viande rouge c'est mauvais ou c'est bon pour la santé selon vous? Alors vous disiez l'année dernière, alors vous disiez l'année dernière que la viande rouge était bonne pour la santé. Vous êtes sûr? C'était le contraire? Non, c'était ni l'un ni l'autre. Moi je disais qu'elle était pas bonne. Moi je disais que... C'est contextuel, c'est toujours selon le contexte en fait. C'est ça. Et vous allez revenir aujourd'hui? Oui, bien sûr. Ça va? Comment était votre semaine? Très bien, alhamdoulilah. Toujours vos entraînements quotidiens? Quasi quotidien. J'ai plus Instagram, donc je sais plus comment se porte votre corps. Justement, je voulais taguer hier, mais j'ai pas trouvé comment. C'est dommage. Après, si tu as envie de devenir jaloux et d'atteindre la rage, tu regardes les photos de Meraska. Ah ouais? Qui te fait des photos torse nu et qui se met de l'huile dessus. Ah non? Tu mets de l'huile d'olive ou... Non, à ce point-là quand même. Ah, c'est la sueur qui C'est fait briller. plutôt la sueur, ouais. Ah ouais, quand même. Tu sais, avant, j'étais comme toi. C'était il y a longtemps, mais j'étais comme toi. C'était un temps. Et ben, Charles, elle est contente. C'était un temps. Charles, elle est aux ans, tu vois. Oui, Marès. Il y a très longtemps, quand même. Hein. Oui, j'avoue, il y a très longtemps, mais c'est pas grave. Je fus ainsi. Je fus ainsi. Docteur Agabi, on va commencer avec vous aujourd'hui. On va parler des brûlures. Pourquoi les brûlures? Je tenais à parler de ça aujourd'hui parce que c'est l'occasion de la fête religieuse le Mouloud. Ouais. Et c'est en cette occasion qu'on reçoit beaucoup de malades, des victimes d'accidents suite à l'utilisation de certains produits lors de cette occasion, notamment les produits pyrotechniques comme les pétards et les bougies, et qui peuvent conduire à des accidents graves comme les brûlures, perte de la vue, perte de l'audition et des incendies même. Ouais. Et avant de parler de la brûlure, donc on parle de l'organe surtout qui intéresse cette brûlure, qui est la peau. Ouais. Donc la peau est constituée de plusieurs couches. En fait, c'est l'organe le plus grand de l'organisme et c'est la première barrière qui protège l'organisme du milieu extérieur. Ouais. Donc elle l'isole du milieu extérieur et comme vous le voyez sur la photo, il y a plusieurs couches. La couche la plus superficielle qui est en haut, donc c'est la couche qui se régénère de façon constante et régulière. Et plus on va vers la profondeur, plus on trouve les vaisseaux et les nerfs. D'accord. Donc la brûlure, c'est en fait une destruction des différentes structures de la peau. Tous les différents stades de brûlure, c'est ça? Voilà, on a parlé de ça pour justement définir, c'est de là qu'ils ont défini les degrés de brûlure. Des degrés, pas stade. Premier degré, deuxième, troisième degré, on a tous entendu parler. Ouais. Et quand on a une atteinte de chaque couche, on va parler d'un degré. D'accord. Et le degré le plus grave, c'est le troisième degré où ça sera destruction de toutes les couches. Ouais. Et la brûlure peut s'étendre même vers le muscle et l'os. Ouais. Oui. Forcément. Forcément, exactement. Et alors? Donc là, par rapport au degré, on a le premier degré qui est, on va dire, le moins grave. Oui. Et là, c'est comme le coup de soleil. Donc ça sera vraiment une atteinte de la couche superficielle, c'est une rougeur, on peut le voir sur la photo, donc il n'y a pas de cloque, c'est juste une rougeur, c'est douloureux. Le deuxième degré, on a deux types, on a le superficiel et le profond. Et là, par rapport au deuxième degré superficiel, c'est là où on a une peau rouge avec cloque
D'accord. Donc les cloques qu'on a sur la peau. Et le deuxième degré profond, là, il n'y a pas de cloque, c'est rouge, mais c'est moins douloureux. Troisième degré, il n'y a pas de douleur. Donc c'est pas douloureux. C'est-à-dire que c'est mort, quoi. Voilà. Donc s'il y a une atteinte des nerfs, et là, c'est pas de douleur. La personne, c'est-à-dire que là, il faut s'inquiéter. Quand la personne, elle vous dit que j'ai pas mal, c'est là où il faut s'inquiéter. On dit que la brûlure est dangereuse, et très grave. Mais est-ce qu'on peut revenir, est-ce qu'on peut corriger le tir ou pas du tout? Justement, on peut corriger. Troisième degré, non. Il faut faire une greffe de peau. Carrément. Oui, il faut faire une greffe de peau. Donc, ils vont enlever la peau de la même personne d'ailleurs. Et voilà, ils vont la greffer sur cette lésion-là. D'accord. Oui. C'est fou. Vous en avez croisé, vous? Oui, on reçoit beaucoup. Ah, même en médecine interne? Parce que nous, on fait les gardes aux urgences. Ah bah oui. Oui, déjà, quand on a fait l'internat... J'allais vous dire, quand vous étiez étudiante pendant cette année, oui. La 7e année, quand on fait l'internat, déjà, on fait beaucoup de gardes dans les urgences. Et on recevait beaucoup. Et même en médecine interne, on fait les gardes aux urgences. Oui. Donc on voit Donc des vous en brûlures. croisez beaucoup? Oui. Mais vos collègues ont beaucoup travaillé hier soir? Hier soir, oui. Ouais. Surtout les ophtalmos, parce qu'il y a les brûlures au niveau qui touchent l'œil. Ouais. Ils reçoivent beaucoup la nuit du Mouloud. D'accord. Oui. Alors que doit-on faire? Justement, les premiers... Selon les degrés, bien sûr. Hein. Voilà. Donc déjà, tout degré, premier geste à faire, aller directement sous l'eau. Arroser avec de l'eau froide. Ah, directement? Directement. Pas de dentifrice? Non, justement. Ça c'est les gestes à bannir, donc on va parler de ça à la fin. Natribuphlior, ça te corrige la brûlure, ça te rajoute un coup, mais tu t'imagines même pas. D'accord. Donc du coup... le premier geste, c'est aller directement arroser avec de l'eau froide. Froide, pas glacée. D'accord. Donc c'est la règle des 15... Mais ça va servir à quoi au juste? À stopper l'inflammation? Voilà, donc on va arroser avec de l'eau froide pour stopper l'extension de la brûlure vers les tissus profonds. D'accord. Donc on va arrêter le mécanisme de cette brûlure. Et il faut arroser pendant 15 minutes avec de l'eau à une température à 15 degrés et à 15 cm de la surface. D'accord. Voilà. Ah oui, il faut calculer quoi. On va pas se balader avec un thermomètre pour prendre la température de En général, l'eau du robinet, ça va. Il ne faut pas utiliser l'eau du réfrigérateur ou l'eau glacée aussi. Il faut pas utiliser. Ça, c'est quoi? Ça, il y a de la nécrose. Là, c'est vraiment... c'est sérieux. Ça, c'est moche. Oui, c'est sérieux. Ça, c'est dû aux accidents liés aux produits pyrotechniques. Au pétard. Hein. Au pétard, oui. Ouais. Alors, deuxième geste. Premier geste, c'est pas d'huile. Hein. Pas d'huile. Donc l'huile, le beurre, tout ça c'est à bannir. Il ne faut pas faire ça. Donc on a dit l'eau froide rapidement pendant 15 minutes. Juste après, il faut voir si on peut enlever les vêtements. Donc il ne faut pas enlever quand ça colle à la brûlure. Il ne faut pas l'enlever, c'est pas bien. Donc on va encore aggraver, on va arracher toute la surface qui protège la peau et on va exposer aux infections. Et justement, il ne faut pas percer les cloques. Donc il faut éviter de percer les cloques. Et voilà, donc ce sont les gestes à faire rapidement. Pourquoi ne pas utiliser l'eau glacée? Parce que déjà, on a dit que la peau, elle protège le corps, elle protège l'organisme. Et quand on n'a pas cette peau, là, la température, si on met de l'eau glacée, on va baisser la température rapidement dans le corps et on risque, le patient peut faire une hypothermie, un état de choc et ça va aggraver la situation. D'accord. Il y a d'autres gestes à bannir, mis à part... Oui, les gestes à bannir, donc il ne faut pas utiliser ni beurre, ni huile. Donc, t'imagines, t'as la brûlée, tu rajoutes de l'huile dessus. Justement, l'idée n'est pas fausse. L'idée, c'est parce que quand on n'a pas quand il n'y a pas la peau, on perd la couche grasse qui est dans la... En fait, c'est les lipides qui sont présents dans la peau. Et nous, on utilise le tuile gras. D'accord. Donc aussi, c'est du gras. Mais la différence, c'est que le tuile gras, c'est stérile. Le beurre, c'est pas stérile. Donc ça va exposer au risque d'infection et ça va encore entretenir la brûlure. D'accord. Oui. Il ne faut pas utiliser le dentifrice. Il ne faut pas utiliser ni vinaigre. Il faut éviter de... Khmera, excusez-moi. La levure. La levure, oui. Tout ça, il faut rien mettre. La levure.
Il faut rien mettre. Il faut Rien mettre. De l'eau, bon, on l'aura compris. De l'eau. Ne pas arracher les affaires, sauf si bon, ça peut s'enlever, on enlève. Et après, par la suite, on peut voir. Faut bander ou pas? Pardon? Faut bander ou pas? Et il faut éviter. Mettre du linge propre. Juste comme ça et aller directement aux urgences. Mais avant d'aller aux urgences, il faut voir s'il s'agit d'une brûlure grave ou pas. Ouais. Donc, et là, premier degré, deuxième degré superficiel, ça va. Ouais. Deuxième degré profond, troisième degré, là, il faut aller à l'hôpital. À l'hôpital, oui. Il faut courir, quoi. Oui, et la gravité de la brûlure donc, dépend du degré, donc de la profondeur de cette brûlure et de l'extension aussi. Parce que la surface qui est atteinte aussi, même si c'est du deuxième degré superficiel et que c'est des lésions qui touchent plusieurs parties du corps, là, il faut aussi aller aux urgences. Même il y a un autre type de brûlure grave, quand c'est circonférentiel, quand c'est circulaire, quand ça touche... c'est tout autour d'un bras ou tout autour d'une jambe. Et là, quand... Faut la couper, quoi. Non, c'est pas ça. En fait, il y a des fibres élastiques dans la peau qui donnent une élasticité à la peau. Quand il y a une brûlure, on perd cette élasticité de la peau. Cette peau, elle va devenir rigide. Et là, ça va faire sorte de garrot. C'est ça. Voilà, donc il faut aller inciser pour libérer tout ce qui est au-dessous de la peau, les muscles, les nerfs. Donc là aussi, c'est une brûlure grave. Ouais. Oui. Donc tu avais dit que quand les brûlures sont douloureuses, elles sont graves, hein, c'est ça ou... Non, l'inverse. Quand elles sont douloureuses, c'est rassurant. Elle dit, t'étais où là? Non, mais je voulais juste mieux comprendre cela. Non, mais elle l'a dit pendant genre 2 minutes dessus. Si tu sens pas, si tu sens plus rien, t'es... En fait, elle a moi, raison je résiste, parce que... D'accord. Je suis quelqu'un qui résiste bien. Elle a raison parce que déjà, lors de cette fête, il y a les enfants qui sont plus victimes que les adultes. Et là, quand l'enfant il a mal, on voit les parents qui sont, c'est-à-dire en état de panique et tout, c'est pour leur dire que quand l'enfant a mal, c'est plutôt rassurant. Quand il a pas mal, là, c'est très très grave. Donc là, c'est une brûlure grave. Ouais. Vous êtes déjà brûlé? Oui, en cuisine. En faisant de la cuisine, je me brûle souvent. Un peu d'huile. Même avec le fer à boucler, je me brûle souvent, j'ai des cloques et justement, je courais mettre du dentifrice, mais je vais cesser de faire cela. Ouais. Voilà. On va mettre de l'huile maintenant. Vous êtes déjà brûlé? Oui. Pas d'huile. Quoi? Avec les pétards, c'était génial, mais avant-le. Hein. Oh mon Dieu. Bah oui, il faut pas se mentir, ça faisait aussi notre enfance. Tu viens de dire un truc très très intéressant, faut pas se mentir. On devrait y penser. Ouais. Oui, je me suis brûlée avec des petits pétards. Bon, c'est pas les pétards qu'il y a maintenant, mais voilà. Ouais, à l'époque, il y avait Nemel. Tout à l'heure, on parlait. Tout à l'heure, on parlait du Jax. C'est beau, quoi. Ouais. C'est dangereux. Même moi, qui étais un homme déjà bien gaillard à l'époque, j'ai jamais fait ça. On aimait bien. Sincèrement, Ajax. Ajax, j'ai toujours eu peur. D'accord. Ajax, alors pour ceux qui ne savent pas, c'est le nom de la marque à la base. C'est le Habela, je ne sais pas si vous connaissez, avec lequel on nettoie la vaisselle et tout. Oui. Voilà. Et les gens l'allument et puis tout, sans aucune protection. C'était fou à l'époque. Ça a fait notre enfance. Maintenant, je vais vous dire, ce problème, c'est que vous n'avez même plus croisé ça. Oui. Vous allez croiser le Basla, le Signal. Alors des bombes qui font cette taille-là. Bonjour l'environnement. Hein. Non, bonjour le porte-monnaie surtout. Hein. Aussi. Ah, c'est incroyable. On se pose des questions, d'où ça vient. Voilà. On doit prendre conscience, justement. Ouais, vous êtes déjà brûlé, vous? Oui. Ouais, étant enfant? Petite bougie, oui. Vous deviez être la fille studieuse, vous. Le chauffage, mine de Le chauffage. Et vous? Tu t'es brûlé, toi? Moi, je me rappelle pas, non. Ouais, bah oui. T'as une vie tellement pleine que t'as oublié. En tout cas, c'est nostalgique. Hein. On se rappelle certaines choses. Je te raconte une petite anecdote et je passe à toi directement. C'est toi le prochain. Okay. J'adore. On dirait la guillotine. C'est toi le prochain. Alors, une fois, on faisait du rfef dans un vieux village qui s'appelait Amadan, sur les hauteurs de Kabylie, à Béjaïa. Maintenant, ils ont construit une prison là-bas. Tu comprends pas. Mais c'est pas grave. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on faisait dans un marah. Vous connaissez les fameuses vieilles maisons avec le marah et tout? Ils avaient fait du rfef. Et ils avaient laissé la poêle là-bas. Et moi, je courais, j'ai mis le pied. Ouais, j'ai entendu mon pied frire. Mais je dois dire que ça, c'est normal, quoi. On m'a mis de l'huile. Sans rajouter une couche. Je me rappelle d'une anecdote aussi. Là, ça me vient aussi. Ça ressemble un petit peu à cet incident. C'était un chauffage, en fait, électrique qui est tombé sur mon pied. Oh là là. Ouais, c'était avec mon frère, en fait. On se chamaillait un petit peu sur
Ouais. Un truc, il a poussé le chauffage et puis... Ça a fait mal, hein? Ah oui, oui. C'est que t'allais bien, selon Dr Agabi, si t'as mal, t'es bien. Plus de peur que de C'est que t'es vivant. Oui, la sensation y était, donc... bon. C'est que t'es vivant. Si t'as pas mal, faut te poser des questions. Alors, on y va directement. Jalil Miraska, la viande rouge, c'est bon ou pas bon pour la santé? C'est une très bonne question et en même temps c'est un sujet très controversé parce qu'on parle souvent, enfin on a parlé dernièrement brièvement, on a dit que la viande rouge, ça crée un peu un débat actuellement sur la viande rouge spécialement et l'OMS il y a quelques années ont classé la viande rouge comme produit cancérogène. D'accord. Et selon les études statistiques, ça c'est très important de souligner, l'OMS a omis de dire que c'était de la viande en fait qui était processed. C'est pas de la viande rouge qu'on trouve dans la viande bovine ou ovine, voilà, c'était de la viande plutôt qui était industrialisée. Quand on parle de viande rouge industrialisée, c'est la viande fumée, c'est la viande qui est de charcuterie en général. Voilà. Et là, ça fait complètement déjà la différence en termes de catégorie de viande. Ensuite, on a comparé la viande rouge à la cigarette. Donc là, ça a fait aussi un tabac, la cigarette. Et waouh! On va t'applaudir à l'américaine. Okay. Et du coup, la comparaison ne devrait pas y être, à mon avis, puisque le risque, on va dire le risque d'augmentation du cancer via la consommation de viande est relatif, à 18%. Voilà, c'est ce qu'on a dit en tout cas dans les études. Et le risque absolu, il est juste de 1%. Et ça fait complètement la différence aussi. Alors que la consommation de cigarettes augmente le risque de cancer de 2500% selon la clinique Mayo Clinic qui est aux États-Unis. Donc, c'est des études mechanistic studies, on dit c'est des études ou des méta-analyses qui ont été validées par plusieurs études. Et c'est là où on peut même pas conclure, mais donner des études fondées en sciences, voilà, mais pas des études statistiques, parce que c'est un peu sensationnalisé, je ne sais pas ce que ça se dit dans les statistiques, et conclure à partir juste et dire que la viande cause le cancer. C'est d'ailleurs la conclusion de l'OMS, et on ne peut pas dire que ça cause le cancer, c'est corrélé au cancer, et c'est complètement différent. Donc ça, c'est un principe scientifique justement qui est de base, qui est de dire que l'aliment est corrélé à une maladie, ce n'est pas l'aliment qui cause la maladie, c'est différent. Maintenant, il y a beaucoup de limites justement dans cette étude. Parmi les limites qui ont été posées, c'est que cette viande, relativement, il y a l'environnement derrière. Les gens généralement qui consomment les charcuteries ont un lifestyle qui est plus ou moins sédentaire. C'est-à-dire c'est des gens généralement qui, en parallèle, généralement c'est les pays nordiques, hein, la charcuterie on ne consomme pas beaucoup ici en région méditerranéenne, mais on consomme beaucoup de processed meat, et derrière donc c'est des gens qui boivent de l'alcool, qui sont sédentaires, qui ont un rythme où ils ne prennent pas beaucoup de fruits et légumes, donc tous ces facteurs-là mènent à une augmentation relative. L'alimentation est déséquilibrée, quoi. Complètement, leur hygiène de vie en général, donc c'est plus, voilà. Donc l'étude a été très limitée. Quand on dit que la viande rouge augmente le risque de cancer, comparé à quoi? C'est toujours ne pas prendre les éléments d'une manière isolée et dire que tel aliment, ou que ce soit la viande rouge ou autre chose, cause le cancer. Donc finalement, c'est une question de... je dirais, ça peut être des études qui peuvent être biaisées, selon mon modeste avis. Ça peut être des études qui peuvent être manipulées, quelque part, pourquoi pas. Et finalement, c'est bien de sortir parfois ses propres conclusions et avoir l'esprit critique. Donc, la viande rouge ne pose pas de problème quand on consomme avec modération, comme tout. Je donne toujours l'exemple de l'eau plate. On peut boire 1 litre d'un trait, on peut avoir un œdème et mourir. Et pourtant, c'est de l'eau. Donc, la modération est toujours de mise, c'est important, c'est comme tout. Et voilà, bon, j'espère qu'on a mis au clair un petit peu les choses. Et donc, t'en manges, toi? Bien sûr. Pas beaucoup de viande? Pas beaucoup. Ouais. Après, modérément, quoi. Modérément, oui. Après, c'est relatif puisque moi, je fais du sport et je fais de la musculation. Donc, il y a besoin du slip. Oui, on a besoin des protéines en général, et spécialement les protéines animales puisqu'ils sont plus
complète en termes de, on dit les acides aminés, c'est les briques du corps, pour ne pas rentrer dans un jargon technique, scientifique. On a besoin de plus d'acides aminés que la protéine végétale, parce que la protéine végétale est incomplète. Même si tout ce qui est d'origine végétale complète l'animal, et c'est bien d'avoir les deux sources. Hein. Je ne dis pas je ne suis ni pour le carnivore ni pour le vegan. C'est deux écoles extrêmes, et là maintenant c'est un grand débat qui est en train de faire. C'est pas bien puisque ça devient presque religieux là. Quand on parle de vegan ou de carnivore, c'est extrémiste. Vegan et carnivore, ouais, c'est deux concepts complètement différents, à l'opposé. Alors, c'est vrai qu'il y avait le régime sain pour vous et pour la planète, c'était de diminuer votre consommation de viande rouge et de doubler la consommation des fruits et légumes. Mais ça, on le sait aussi pourquoi, c'est parce que les grands élevages, surtout sur certains continents des bovins, ovins et autres, ça détruirait la planète d'une certaine manière à cause des émissions de CO2 et ce qui va avec. Voilà. Sinon, consommer beaucoup de viande? Oui, non. De façon, comme il a dit. Comme il a dit lui, quoi. Avec modération. Très bien. Ouais. Viande blanche par rapport aux viandes rouges. Ouais. Aucun goût, quoi. Sinon, à vous? Les deux. Ouais. Vous et moi, on se comprend sur la... On mange bien, quoi. Alhamdoulilah, pourquoi pas. Tranquille. Ah oui. Ah oui. Alhamdoulilah. Que Dieu nous garde. Il est là. Non, mais que Dieu nous garde en bonne santé, si on peut le conseiller. Très bien. Merci Thierry Meraska. Merci beaucoup. Et tiens, il y a déjà une bougie qui vient de s'éteindre. Alors, du coup, on va passer au aîné. Tiens, on parlait de tradition, on parlait de... Tiens, vous avez mangé quoi hier soir? Juste le petit tour de table rapide. T'as mangé quoi? C'était tchoucha avec une bonne viande. Rouge? Ouais. Rouge, pas poulet? Ça dépend. Rouge. Sauce rouge, et c'était du poulet. D'ailleurs, je remercie ma petite sœur qui a fait le plat et elle a fait avec amour. Et j'ai beaucoup aimé. Moi, je suis traditionnel. J'aime bien. Avec amour un peu halou. Un tout petit peu. Moi, j'aime le piquant, mais c'était pas assez piquant à mon goût. Il disait que c'était piquant, moi je dis ça c'est rien. Ça c'est rien du tout. Je te vois. Rista, beta avec du poulet. D'accord. Et pour vous, docteur? Moi, c'est tortura mskria, un mélange salé-sucré, avec une viande rouge. Mélange salé-sucré? Oui. Ça veut dire? C'est avec des raisins, oui, les raisins secs et un peu de sucre avec du sel. Donc en fait, c'est un mélange salé-sucré. D'accord. Oui, c'est ma maman d'origine de? Votre maman est d'origine de? Elle est kabyle. D'accord. Et elle fait du... Parce que c'est mon père qui a des origines... D'accord. Oui. Qui mélange un peu. C'est super ça. Mais sinon, madame, je me brûle les mains avec des lisseurs cheveux. On mange pas, nous. Nous on regarde les gens manger. Ouais, exactement. Alors, Dia, on en parle ce matin, le Henné, la célébration d'El Maoulid. Tout à fait. Tiens, le Henné, pourquoi le Henné? Pourquoi aujourd'hui? Le Henné, exactement, c'est l'occasion d'en parler. Et puis aussi dans la culture algérienne aussi, c'est une plante miracle qui est utilisée souvent. Donc à l'occasion, puisque beaucoup d'Algériens s'attachent à fêter au fait le Maoulid Nabawi Sharif, et beaucoup procèdent également à la circoncision des enfants. Et donc il y a la cérémonie également du Henné qu'on retrouve. Donc, et on retrouve également ça aussi lors de nos mariages, donc la veille du mariage. Donc, la dame, il y a toute une cérémonie. Donc aujourd'hui également, on a un tabaq de henna, donc on peut voir, il y a tout un rituel qui est effectué. Par contre, l'usage du henné, on peut l'utiliser différemment. Juste pour parler de cette plante qui est également appelée donc la Lawsonia inermis. Donc elle provient d'un arbuste et elle pousse à l'état naturel, donc en Afrique également et en Asie, tout à fait. Voilà. Donc on la retrouve sous une texture poudreuse. Voilà. Quand c'est un henné naturel, donc on n'a pas vraiment d'effet, on n'a pas vraiment de problème. On a cette molécule-là qui va venir au fait colorer et donner en fait des couleurs un petit peu rouge, orange et jaune qu'on retrouve. On a d'autres types de henné qu'on retrouve aussi sur le marché. Donc on a le henné pur naturel, il y a le henné noir, il y a le henné neutre. Voilà. On retrouve également le henné pour l'utilisation exactement de coloration pour les cheveux et pour les tatouages également. Alors le henné le plus utilisé chez nous, c'est où?
C'est quoi? Alors, C'est les mains, les cheveux, c'est les tatouages? Durant la cérémonie, je dirais, de mariage, donc généralement la cérémonie, elle se déroule donc avec une dame, membre de la famille, ou bien aujourd'hui on parle de naqasha, qui se déplace, qui a pour but au fait de sublimer les mains et les pieds donc de la mariée en utilisant généralement un henné qui est pur. Auquel elle va ajouter quelques huiles essentielles, par exemple comme l'huile d'eucalyptus ou bien le géranium, comme ça se fait à Gardaya. Donc on enduit déjà la main d'huile essentielle de géranium et on pose au fait le henné. Mais ça c'est la pose classique, c'est pas le tatouage. Ça c'est la pose classique, exactement. Et on a la naqasha dont je t'ai parlé. C'est une dame donc, qui se déplace et qui effectue donc des dessins en forme d'arabesque ou géométrique ou floral, tout dépend de ce que désire avoir la personne, sur les mains et sur les pieds. Et il y a également durant l'été on peut effectuer ces petits tatouages du henné. Voilà. Mais par contre là il faudrait faire un petit peu attention. Donc comme je le disais, on a des hennés purs et il y a des hennés qui sont mélangés à d'autres substances et ça peut être un petit peu dangereux. Il y a eu quelques cas, selon certaines études, il y a eu des cas qui ont été atteints au fait d'infections, etc. Parce que dans le henné noir, au fait, généralement, on va rajouter une substance qui est appelée le PPD. Ouais. Et au fait, c'était elle qui va un petit peu accélérer la sèche du henné et elle va le faire durer plus longtemps. Et au fait, c'est un actif, exactement. Alors que le henné, normalement, il prend plusieurs heures pour sécher et pour pouvoir donner cette couleur-là, sachant que la couleur de base est un orangé, généralement un rouge orangé. Donc les hennés noirs, etc., on ajoute ces substances-là qui peuvent être allergisantes. Donc à faire très attention. Voilà. Concernant les cheveux, il y en a beaucoup. Dangereux ou pas? Pardon? Dangereux ou pas pour les cheveux? Alors, pour les cheveux, donc, ça peut l'être, comme ça peut ne pas l'être. Si on utilise donc du henné pur, pour avoir un petit reflet. C'est quoi le pur? C'est du rouge? C'est les feuilles qui ont été, qu'on moue et qu'on essaye de tamiser, qu'on mélange avec un peu d'eau chaude, etc. et qu'on applique en cataplasme sur la chevelure. Voilà, ça ne devrait pas poser de problème. Okay. Voilà. Pour d'autres, on va ajouter d'autres substances comme de l'indigo, une teinte bleue pour pouvoir intensifier, avoir des châtains un peu plus foncés. On peut ajouter des curcumas, on peut ajouter de la camomille, on peut également trouver dans certains hennés des sels métalliques. Donc il y a des résidus de plomb parfois ou des résidus d'argent qui sont ajoutés à certaines poudres pour pouvoir amplifier, je dirais, la coloration. Parce qu'à un certain moment, le henné, il a une limite. On ne peut pas éclaircir avec, mais on peut teinter. Donc du coup, ce qui va se passer, ça va un petit peu rendre en fait difficile de permanenter ou d'effectuer un changement sur la fibre capillaire parce qu'il va déjà altérer la kératine du cheveu. C'est pour ça que c'est impossible de passer d'une coloration bio à une coloration d'oxydation. On a déjà eu le cas en salon avec, avec une utilisation de henné et c'est vraiment impossible de passer à ça. Donc faire vraiment attention. Mais pour celles qui utilisent le henné, est-ce que c'est... parce que beaucoup l'utilisent quand c'est des cheveux gras, donc est-ce qu'on peut l'utiliser chaque mois ou chaque 3 mois? Est-ce que c'est... Donc il y a des effets, bien sûr, il y a des effets de bienfaits, je dirais, cosmétiques et thérapeutiques. Bien sûr, il faut savoir que le henné, il va gainer le cheveu et il va également l'assécher. Ça, c'est un petit peu l'inconvénient. Des huiles pour ça? Tu peux effectuer exactement quelques masques hydratants. Voilà, pour pouvoir un petit peu hydrater la chevelure, sachant, comme je l'ai dit, le henné va gainer la fibre. Donc, à répétition, ça va être un petit peu difficile. D'accord. Mais après, ça reste quand même un cicatrisant, un antifongique, un antipelliculaire. Voilà, exactement. On peut l'utiliser en soin. Et on peut aussi faire des concoctions avec du café, du thé ou même les pelures d'oignons pour effectuer quelques rinçages. D'accord. Voilà. J'adore Jalil Miraska, il est hyper concentré. T'en veux un peu sur ta barbe? Bah écoute, une barbe rousse. Ouais, j'ai bien aimé à la fin quand ça faisait des concotes d'oignons, un truc comme ça. Des pelures. Ah ouais? Oui, okay, d'accord. Bon courage. Et il y en a aussi qui veulent des violines, ils utilisent des betteraves également. Bon, ça reste même des pigments naturels. Par contre, Mahrez, si tu permets, j'aimerais juste remercier Madame Karima Kovichit qui nous a bien... Montrez-le un peu parce qu'on ne le voit pas tout à l'heure. Amenez-le vers vous.
Je le ramène vers moi ici. Vers vous, comme ça. Ouais. Voilà. C'est joli. C'est fait main. Donc Ouais. on retrouve un petit peu dans ce tabac donc le sucre qui symbolise également la joie. Généralement on met des œufs qui symbolisent un petit peu voilà la nouvelle vie et Louise. Et les muscles aussi, les œufs. Exactement, les protéines. Voilà. Donc aujourd'hui, on n'a que des gens qui ont contribué à cette émission. Elle s'appelle comment votre... Alors Madame Karima Tobichi, voilà, Tbaq al-Henna. Voilà. Voilà. Et Madame Bouguera, évidemment, pour son thé. Ah, C'est Marek. excellent. Alors santé. C'est... Moi, j'ai déjà dégusté. Vous avez fini Ouais. Santé, On son remercie. pain, vous appelez ça comment dans votre région? Les pancakes à Bref, c'est grave ce que vous venez de dire. C'est très très grave. C'est comment? Docteur, je suis très déçu. Très déçu. Quoi? Très déçu. Peux-tu nous dire comment J'avais tu une l'appelles? haute estime de vous, mais là, Qu'est-ce qui se passe? comment vous appelez ça chez vous? Barrer. Et vous? Bralère. Parlez. Biltrou. Je suis le seul, nous on appelle ça Tiboua Gigi. Ah, Tiboua Gigi. Ouais, Tiboua Gigi. C'est mignon, exactement, comme Sincèrement, appellation. Tiboua Gigi. Et vous consommez ça avec du sucre ou du ouais, miel? Du sucre, du miel, tu fais tourner, là. Tu vas pas tourner. Non, on dit en kabyle terrifin. Terrifin aussi? Aussi. Ouais. Eh ben, comme quoi. Allez, très bien. Quant à nous, on va passer à vous. Chère madame, comment les associations s'organisent aujourd'hui pour travailler sur la conservation du patrimoine? Ça se passe avec vous, Kenzan Shah. Merci. Donc on va en fait parler un petit peu de leur rôle parce qu'il faut le dire. Aujourd'hui, la famille algérienne, qu'elle habite ici en Algérie ou ailleurs, il est très difficile de conserver toutes les traditions, toutes les festivités, toutes les rencontres et les rituels. Et donc c'est là qu'interviennent un petit peu les associations. Donc elles interviennent à différents niveaux. Donc en premier, c'est dans un cadre humanitaire où on trouve beaucoup d'associations ou des bénévoles libres qui partent dans les hôpitaux. Donc pour alléger cette peine d'être loin de sa famille. Donc en offrant des cadeaux, en offrant des livres de Coran, en offrant aussi ou juste rendre visite et rester un petit peu avec la famille. Il y a notamment aussi d'autres qui partent aussi dans les maisons des personnes âgées parce que ces fêtes religieuses, ça fait toujours référence à la famille. Donc pour un petit peu rester avec ces personnes-là, donc il y a eu plein d'associations qui se sont déplacées dans ces maisons-là, donc en maquillant les femmes et surtout en préparant tout un festin, au moins passer toute la journée ensemble. Mais il y a aussi, dans un autre cadre, on intervient maintenant dans ce qu'on appelle un peu l'entrepreneuriat social. Donc c'est des associations qui font des projets de sorte à prendre en considération l'impact social, l'impact économique et aussi l'impact écologique. Il faut savoir aussi que quand on parle de nos patrimoines et traditions, c'est intimement lié à la nature. Donc pour ça, il y a par exemple la ferme pédagogique de Zeralda qui a fait un marché justement des produits du terroir. Donc évidemment, c'est des femmes et des hommes aussi, des artisans qui ont fait beaucoup des produits alimentaires, des objets de décoration, des bijoux justement pour les vendre toujours en thématique avec le mouloud. Donc on a retrouvé un petit peu des produits en relation avec le mouloud tels que le henna et puis d'autres produits c'est ce qu'on a vu d'ailleurs il y a quelques minutes dans ce reportage qui a été réalisé par Lamia Boudbouda. Exactement. C'est le marché du mouloud. Le marché du mouloud. Et d'ailleurs c'est du 7 jusqu'au 10 novembre au niveau de la ferme pédagogique. Donc ils ont pris en considération cet impact social, donc pour un petit peu déjà pour l'emploi de la femme et aussi des hommes et aussi donc l'impact culturel de justement de faire de laisser de prendre en considération toutes nos traditions et surtout de les conserver parce qu'il faut dire ça fait notre identité et c'est toujours bon de les garder, c'est toujours bon aussi de savoir d'où on vient, donc ça y contribue grandement. Et parce que souvent, il faut le dire aussi, j'ai dit beaucoup, il faut le dire aujourd'hui, mais il faut le dire parce que c'est important. C'est bien de s'en rendre compte parce qu'après on l'évite. C'est que généralement, quand on part dans ce genre de marché, on trouve des personnes qui sont tellement motivées et passionnées par ce qu'elles font, donc elles sont là à nous raconter toutes les histoires de leur grand-mère et tout ça, c'est merveilleux. Il faut le dire. Il faut le dire. Et puis aussi, donc là à Alger, mais notamment
notamment à Territ. Il y a le grand festival à Territ, en plein centre de Territ, donc où il y a ces rituels de chant, mais aussi ils ont fait aussi un marché de l'artisanat justement pour la promotion de l'artisanat local. Donc c'est pas encore trop tard. D'ailleurs, par exemple pour les visites des personnes, des maisons des personnes âgées, il y a le 16 novembre, donc c'est avec les bénévoles El Salem qui vont partir à Del Ibrahim justement pour rester un petit peu, passer la journée avec ces femmes-là. Donc vous pouvez les contacter pour leur offrir tout don, et puis vous pouvez le faire tout seul, partir dans un hôpital accompagné de vos enfants, et puis voilà, et venir alléger cette peine, parce que c'est quand même douloureux de passer ces fêtes religieuses seules. Voilà. Eh ben voilà. Merci madame. Merci beaucoup. Quelqu'un a des enfants autour de cette table? Non. Des nièces. Des neveux. Des petites nièces. Des petites nièces. Ça compte. Petit appel. Pardon? Un appel. Oui, allez-y. S'il vous plaît. Alors, c'est bien beau c'est de nettoyer, c'est-à-dire là, je suis sortie ce matin et les rues étaient catastrophiques avec les déchets. Donc s'il vous plaît, au moins nettoyer autour devant votre porte. Au moins devant votre porte. Au moins devant votre porte. Alors je parlais des enfants parce que le reportage qui suit, c'est Sabrina Khalifi qui l'a réalisé. Elle nous parle d'ailleurs des activités, des ateliers pour enfants. Merci Dr Agabi, merci Dia, merci Kenza. Merci, Sahamouloudkoum. Sahamouloudkoum, toi tu restes avec nous? On va parler pendant quelques instants avec Hakim Keshroud. En attendant, qu'est-ce qui se passe? C'est Sabrina Khalifi, elle nous parle d'activités et d'ateliers pour enfants. Allez, allons-y, on se retrouve juste après. زيد النبي وفرحنا به الصلاة عليه يا عاشقين رسول الله الصلاة. Pour amuser nos petits tout en leur transmettant des valeurs, des joies et surtout beaucoup de plaisir. Nous sommes un atelier d'enseignement artistique pour adultes et enfants. Donc les enfants, on a les loisirs créatifs, c'est tous les mardis. On leur fait un petit peu de tout ce qu'on fait, la peinture sur toile, de la mosaïque, sur verre. À chaque fois, on fait un thème différent, du recyclage, du découpage. À chaque fois, on fait un thème différent pour qu'ils essaient de toucher un petit peu à tous les enfants, pour ouvrir un petit peu leur esprit et leur créativité. Donc l'atelier d'aujourd'hui, on a choisi le thème du Mouloud. Donc on a réalisé des photos forts pour les enfants qu'ils ont peints eux-mêmes. On les a décorés aussi. Les activités manuelles incitent les mains et le cerveau de l'enfant à travailler ensemble pour façonner un objet afin qu'il prenne la forme désirée. En faisant des activités manuelles, les enfants pourront développer leur motricité fine par la manipulation d'objets dès leur plus jeune âge. De plus, le fait de créer, faire des choses et se laisser guider par son imagination permet à l'enfant de connaître une sensation d'accomplissement. Mais avant tout, faire des activités manuelles doit procurer du plaisir pour les enfants. Aujourd'hui, on a fait les photos fortes. Je les ai peints en doré. Il y avait une bougie à l'intérieur. C'était très amusant à les faire. Les filles, elles ont fait un cœur et les garçons, ils ont fait des moustaches en photo fort. Comment tu l'as fait? Comment je l'ai pas? Oui. Avec du doré et du brun. D'accord. Tu as utilisé quoi pour le peindre? Une éponge. Avec un pinceau? Non, une éponge. Tu vas l'offrir à qui? À maman. En attendant que la peinture sèche, les enfants profitent pour mettre le henna du Maoulid comme la tradition le veut. Allez, tiens. Voilà. زيد النبي وفرحنا به الصلاة عليه يا عاشقين رسول. Ah là là, Hakim Keshroud, comment ça va bien? Ça va, merci. Bonjour Mahalès, bonjour à toutes et à tous. Et avec nous qui? Notre coach, notre diététicien, coach,
Jalil Miraska, nutrition du sport. Bon, alors C'est moi ce j'ai qu'on trouvé le appelle moyen un couteau de suisse. ne pas déranger ta rubrique. Oui. C'est de manger en même mangeant. temps. Bah, c'est bien. C'est d'avoir la bouche pleine. D'ailleurs, je t'invite à manger ça. À goûter. Oui, je vais non, manger c'est très, ça très après. bon. Le Mahalak, c'est très très bon. Vas-y, alors ce matin, vas-y. Vas-y, fais comme chez toi. On parle football avec la Coupe arabe et ce bon résultat nul obtenu par le Mouloudia d'Alger en 8e de finale. Allez, pourquoi bon résultat nul? Un bon résultat parce que bon, le Mouloudia d'Alger donc, jouera le match retour ici à Alger, ça se passera au stade du 5 juillet, un avantage. Ils n'ont pas encaissé, même s'ils n'ont pas marqué, ça reste quand même un très très bon résultat. Ramener un match nul 0 partout, c'est toujours bon à prendre puisque la manche retour se jouera ici à Alger au stade du 5 juillet. Donc le Mouloudia d'Alger qui a donc affronté l'équipe d'Al Qawat Al Jawiya d'Irak, ça s'est passé donc hier vendredi au stade de François Hariri d'Erbil puisqu'ils n'ont pas pu jouer en Irak au vu de la situation qui est prévaut. L'équipe des Mouloudia d'Alger a demandé à plusieurs reprises le report de cette rencontre en raison de la situation de grève qui prévaut en Irak. Donc c'est pour ça qu'ils ont joué du côté d'Erbil, lors de la manche allée des 8e de finale, on rappelle que le vainqueur de cette coupe arabe décrochera la somme de 7 millions de dollars. C'est pas pour rien que les clubs algériens donc aiment aller prendre part à cette compétition arabe. Voilà. Même si au fond elle n'est pas vraiment reconnue par la FIFA. Donc cette compétition n'est pas reconnue par la FIFA. Bon, là-bas. Voilà, l'argent est toujours bon à prendre, surtout qu'on connaît la situation des clubs algériens qui sont pour la plupart déficitaires. Et donc c'est une manne financière très très intéressante pour la continuité des clubs algériens. Alors, on enchaîne avec la Ligue 1 et avec la 10e. Alors, je prends une bouchée entre chaque info. Il n'y a pas de souci. Alors, la Ligue 1 et la 10e journée du championnat d'Algérie qui se disputent ce samedi. Et oui, donc on rappelle que 3 rencontres de la 10e journée du championnat de Ligue 1 seront retransmises ce samedi 9 novembre par la télévision algérienne. Donc, il s'agira des rencontres MC Oran, MC Magra, donc qui se déroulera à 17h. Ça sera sur la chaîne nationale. La rencontre entre le CS Constantine et le Shabab Riadi de Belouizdad également à 17h en direct sur Canal Algérie, et elle vous sera commentée par Smaïl Ben Qaïdia. Et puis enfin, Usma d'Alger, Nad Hussein Day, 17h30 sur la chaîne A3. On rappellera également que 2 rencontres de la mise à jour du championnat professionnel de Ligue 1 se sont disputées le lundi 4 novembre. L'Usma d'Alger a battu la GS Saoura 4-1, alors que l'USM Bel-Abbès, pour sa part, a battu la GS Kabylie sur le score de 2-0. Le programme donc de cette 10e journée, l'AS Lila affrontera l'AS Schlef à 15h. Le MC Orange, vous l'avez dit, donc sera face au NC Magra à 17h. CS Constantine Shabab Riadi de Belouizdad à 17h. Usma d'Alger, Nad Hussein Day à 17h45. La GS Saoura sera face à l'US Biskra à 18h. Le Cap de Borj-Bouarerj accueillera le Parade Athletic Club fraîchement qualifié à la phase de poule de la Coupe de la Confédération africaine. Ce sera à 18h. L'entente de Sétif, USM Bel-Abbès également à 18h. Et une rencontre, le Big Classico, qui a été reporté au 13 novembre prochain. C'est le Mouloudia d'Alger qui affrontera la GS Kabylie. On rappelle qu'au classement, le Mouloudia d'Alger, le Shabab de la Belouizdad sont en tête du classement avec 20 points. Le MC Oran est 3e avec 13 points. Au bas du classement, le Parado Athletic Club est bon dernier, 16e avec 7 points. 15e, l'entente de Sétif, 7 points. Et le NC Magra, le nouveau donc promu, 14e avec 8 points. Très bien. Et on parle de la 12e journée de la Ligue 2. Également, on jouera cet après-midi pour le compte de la 12e journée du championnat professionnel de Ligue 2. Le RC Erba accueillera la GSM Béjaïa cet après-midi à 15h. Le RC Rélizen accueillera l'Olympique d'Arzeu également à 15h. Toujours à 15h, Médéa, le leader, lui, accueillera le ML Boussaada. L'Aïs Khroub à 15h affrontera le Mouloudia de Saïda. L'USM Annaba accueillera la Lanterne Rouge. L'USM Al-Harrach également à 15h. Et puis à 17h, le Mouloudia d'Al-Alma sera face au Wydad de Tlemcen, le 2e au classement. L'Azmodoran se déplacera du côté de Tejnant. Et enfin, le Mob de Béjaïa accueillera la GSM Skikda. Au classement, Médéa est en tête avec 25 points, suivi du Wydad de Tlemcen, 2e, 22 points, 3e. Le RC Arba, 19 points au bas du classement. C'est l'USM Al-Harrach qui est bon dernier avec 6 points. Et on enchaîne avec les mondiaux 2019 para-athlétisme qui ont débuté jeudi à Dubaï. Et déjà 4 médailles pour les Algériens. 4 médailles, ça va aller 3 très vite. en argent et
et une en bronze avec 2 médailles donc obtenues hier. Les athlètes paralympiques algériennes Mounia Guesmi, club F32 et Linda Hamri aux longueurs T12 ont décroché les médailles d'argent de leur spécialité respectivement au championnat du monde 2019 de parathlétisme à l'issue des finales disputées hier vendredi soir à Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Guesmi avec un jet de 23,45 et de son côté Hamri avait réalisé un saut de 5,58 m. L'Algérie est présente avec 22 de ses meilleurs athlètes, dont 8 dames qui représenteront l'Algérie. Allez, Sûreté nationale, sacré champion d'Algérie au jeu d'échecs. Un mot. C'était par équipe, ils se sont imposés avec 17 points. La Sûreté nationale qui décroche donc le trophée de champion d'Algérie par équipe au jeu d'échecs, les échiphiles qui se portent très bien. Merci Djali Meraska. Merci Hakim Kouchroud. Puissions-nous nous retrouver. Au revoir camarades.